Hey, je suis très contente de tourner cette vidéo parce que on va parler de mes lectures de mars et en fait je stresse un peu parce que normalement je devais réviser parce que c'est bientôt la période des partiels et j'ai beaucoup de devoirs, mais là comme je suis seule chez moi je peux parler fort, du coup j'en profite. Cette vidéo va être un peu compliquée à tourner parce que j'ai pas mal de livres à présenter. Je vais pas présenter tout ce que j'ai lu au mois de mars parce que j'en ai lu à peu près 10-11 je crois. J'ai peur que la vidéo soit longue parce que j'ai fait quand même pas mal de lectures marquantes et je sais, me connaissant, que je vais en parler beaucoup parce que je sais pas m'arrêter quand voilà j'aime quelque chose en particulier. Voilà, ça parle, ça parle. Si vous regardez la vidéo, merci beaucoup parce que c'est des livres. C'est des livres que j'ai. Voilà, je suis trop contente en fait d'en parler. Et on va commencer. Au début du mois, je suis allée à la librairie Damn Fine Bookstore qui est à Lyon, à Guillotière. C'est une librairie internationale et je me suis procuré 2 livres. La voleuse de livres, mais du coup en anglais. Et je me suis procuré un roman. On m'avait conseillé, voilà, si je pense pas que tu vas passer par là, mais c'est pas grave, voilà, on dit Marcombre, hein. Marcombre Reading sur Instagram avec qui je parle parfois et qui est super sympa. On m'avait dit si dans les livres tu préfères les amitiés aux romances, ce livre est fait pour toi. Et en fait Loveless, attends je vais le prendre, je suis méga conne. Loveless de Alice Oseman qui a aussi écrit Heartstopper. Et en fait comme Heartstopper c'est une série de BD, et en fait moi je pensais que Loveless ça faisait partie de cet univers là et que du coup ce serait une BD. Du coup quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu que c'était un roman, mais j'étais super contente parce que c'était 2 fois plus de texte à lire et 2 fois plus, même plus que 2 fois, bref. Et puis j'ai lu le résumé et j'étais ok, d'accord, c'est super intéressant parce qu'en gros on va suivre Georgia qui va entrer à l'université. Un de ses buts à l'université c'est de rencontrer l'amour, en fait de vivre enfin ce qu'elle voit comme une vie de jeune personne complète, satisfaite, où elle rencontre l'amour, où elle a des expériences, où elle a au moins son premier baiser, sa première fois avec quelqu'un, etc. En intégrant un club de LGBTQA... Il y a quoi comme lettre? Merde. Attendez. LGBTQIA2+. Ok, d'accord. Elle va se reconnaître dans les identités en tant qu'aromantique et qu'asexuelle, et du coup en fait elle va explorer ces nouvelles marques d'identité qu'elle s'approprie et dans lesquelles elle se reconnaît. C'était super intéressant parce que personnellement j'ai jamais lu de récits qui parlaient d'aromantique et d'asexuel. Je connaissais les termes et je voyais à peu près ce que c'était, mais je m'étais rendu compte à quel point j'étais encore ignorante. En fait par exemple pour la sexualité, je savais pas qu'il y avait plusieurs degrés en quelque sorte, il y a plusieurs types d'asexualité. J'étais super reconnaissante en fait que l'autrice en parle. Attendez, je regarde mes notes sur ce que j'ai dit sur le livre parce que j'ai lu en début du mois et je suis une grosse caca en termes de mémoire. Ma propre chronique, elle me touche, la narcissique. Non mais je trouve que j'ai vraiment bien mis les mots sur ce que ce livre m'a apporté. Mais en gros, en termes d'identité en tant que LGBT, en fait ce que j'ai aimé c'est que son parcours de Georgia pour s'accepter comme elle est assez progressif en fait, et c'est même assez semé d'embûches, notamment au niveau psychologique parce que voilà elle a du mal à accepter le fait qu'elle vivra jamais une histoire d'amour. Aussi oh putain mais je pars dans tous les sens. En fait au niveau de la romantique c'est aussi nuancé parce que Georgia c'est quelqu'un qui aime lire des histoires d'amour, tu vois, elle est intéressée par ça au niveau fictif, mais quand ça lui arrive c'est quelque chose qui la met très mal à l'aise et elle se sent pas dans son élément. Et en fait moi au niveau de la romantique je pensais que c'était quelqu'un qui était pas du tout intéressé, mais au niveau fictif, et en fait non, du coup c'était nuancé, ça a vraiment corrigé ma vision très homogène des choses, du coup merci. Et aussi en fait Georgia elle a 2 amis qui vont la suivre à l'université, et ce sont ses 2 meilleurs amis. Oh merde, attends, comment ça? Attends, c'est écrit? Non c'est pas écrit. Jason qui est son meilleur ami, sauf que lui il a un crush sur elle. Et mais comment elle s'appelle la meuf Elle s'appelle Pips. Elle s'appelle Pip. Voilà, Pip. PIP, je dis Pip. On va suivre leurs aventures à l'université. Ils vont aussi rencontrer d'autres personnes, notamment une fille qui est la colocataire de Georgia. Et en fait ce roman c'est une ode à l'amitié en fait. Ça montre que l'amitié ça peut être tellement
aussi puissante, voire même plus qu'une histoire d'amour. Ça va nous inviter à nous détacher du modèle social et très réducteur du fantasme de l'amour et qui est célébré partout en fait dans les romans, dans les films, au quotidien, etc. Alors que en fait pour moi l'amour ça peut aussi être en amitié, c'est ce que Georgia elle va découvrir au fur et à mesure et pour cela en fait elle va vivre certains conflits avec ses amis. Après voilà, c'est un truc que je peux reprocher, c'est que ces conflits là c'était prévisible à voir, il y a des quiproquos, c'est le genre de quiproquos assez cliché, du coup j'étais ouais bon c'est prévisible, mais franchement c'est vraiment des petits trucs, tu vois, ça m'a pas gênée à 100% et au final ça fait grandir les personnages de façon vraiment magnifique. Moi j'ai pas mal chialé avec ce livre parce que c'est tendre en fait et tu peux te reconnaître à travers la quête d'identité de tes personnages et les questionnements qui se posent au niveau de l'amour, de l'amitié, de leur place au sein de la vie d'adulte aussi parce que c'est aussi une transition. Au niveau des personnages, alors pour l'héroïne, Georgia c'est quelqu'un qui est très introverti et du coup elle avait des réflexions parfois j'étais en mode mais c'est tellement moi et en fait c'est ouf parce que elle vit des trucs en tant qu'introvertie, je les ai vraiment vécu. Genre bon je vais pas trop rentrer dans les détails mais sa première sortie en boîte de nuit c'est exactement ce que j'ai vécu, vraiment. Et en fait ce que j'aime bien aussi c'est que Georgia même si elle est introvertie, elle peut être tellement badass parfois, genre quand elle défend ses potes, ah mais elle est là et en fait du coup je me suis reconnue en elle parce que je sais que je suis introvertie mais il m'arrive quand même d'avoir du caractère, bon pas forcément le même courage qu'elle mais je sais que je peux être bruyante, tu vois, je peux être même insupportable avec les gens avec qui je suis à l'aise. Et j'adore l'amitié qu'elle a avec Jason et Pip. Et Pip, ça fait bizarre Pip. Par exemple, il y a un moment où elle dit qu'avec Jason, en fait, elle se sent pas forcée de devoir parler pour combler le silence, elle se sent pas jugée quand elle préfère être silencieuse avec lui, elle sait que c'est un silence qui est complice en fait, tu vois, et c'est agréable, et je me dis avoir ce genre d'amitié, surtout pour un introverti, c'est la plus belle des choses en fait, le fait que tu te sens pas forcée à devoir occuper l'autre, à pas avoir peur que l'autre s'ennuie en ta compagnie, c'est... voilà, je trouve que ça rend les amitiés d'introvertis trop précieuses, enfin bref voilà. Il y a aussi Sunil qui est du coup la personne qui va introduire Georgia au club LGBTQIA2+, qui va l'aider, c'est un peu comme un grand frère, c'est carrément comme un grand frère, parce que la façon dont il explique les choses dégage quelque chose de tolérant, et en même temps on sent qu'en fait il en est là, il arrive à assumer sa personnalité, son identité, parce que il a quand même, lui aussi il a vécu pas mal de choses par le passé, tu sens à travers ses paroles, son attitude, ça rend ce personnage mais tellement touchant et bref je l'adore. Et on a aussi la coloc de Georgia. Au début j'avais du mal à la cerner, elle semblait pas très naturelle avec Georgia au début, genre elle était très souriante, très sociale, mais tu sentais qu'il y avait une certaine crispation de son côté et moi j'étais en mode ah c'est peut-être la meuf hypocrite, superficielle qui va faire du mal à Georgia, qui la juge par derrière. Et en fait pas du tout, elle et Georgia vont vivre l'une des plus belles histoires d'amour. Ce qui est cool avec cette histoire d'amour c'est que c'est pas de la romance en fait, c'est que c'est de l'amour mais c'est de l'amitié. Il y a une déclaration de la coloc à la fin qui est géniale en fait et ça m'a fait tellement chialer. Faudrait qu'on célèbre plus ce genre de relation pour faire prendre conscience aux gens de la préciosité de leurs relations déjà actuelles. On se dit en fait on vit déjà des espèces d'histoires d'amour et on peut les chérir en fait comme telles. Après voilà, ce qui m'a rendu un peu dubitatif c'est que la plupart je crois des amitiés hétéros c'est justifié par l'orientation sexuelle des personnages. Genre Jason et Georgia ils sont meilleurs amis parce que Georgia elle est aromantique et asexuelle, du coup forcément elle va pas tomber amoureuse de Jason. J'aurais voulu montrer que une relation entre deux personnes hétéros de deux sexes différents, ça peut marcher aussi et ça peut perdurer en fait. Mais voilà, c'était pas dérangeant parce que les amitiés m'ont super attendri, c'était trop bien. Franchement ça m'a réchauffé le cœur, c'est vraiment un bonbon en fait et ça m'a fait du bien. J'ai lu pas mal de livres de littérature chinoise parce que j'ai cours de littérature chinoise et ce sont des livres qui ont été conseillés par mon prof et aussi par mes camarades de classe.
Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Ou de ton chouet. J'avais lu enfin Le tireur de pouce-pouce de Lao She. C'est un de ces romans qui va critiquer la société chinoise, la façon dont elle est corrompue et comment elle écrase les Chinois en fait de l'époque, notamment les paysans, notamment ceux qui sont les plus défavorisés. On suit un jeune homme qui arrive à la capitale, je crois, et voilà, il a pas beaucoup de moyens, mais son rêve c'est de devenir tireur de pouce-pouce, c'est-à-dire de posséder son propre pouce-pouce pour voilà, être son propre patron et vivre honnêtement, littéralement à la force de ses bras et voilà, de mener une vie où il peut prospérer et en étant fier de son travail. Sauf qu'en fait il va rencontrer pas mal de problèmes à cause de la corruption, de l'hypocrisie des autres personnages et du coup ça va écraser petit à petit toutes ces qualités qui l'ont mené à travailler, à persévérer aussi dur pour gagner d'argent et acheter son pouce-pouce, à savoir son optimisme, sa façon de relativiser sur ses problèmes, sa pureté, sa profonde gentillesse, sa reconnaissance, etc. À chaque fois qu'il lui arrive quelque chose qui le freine, qui l'empêche d'atteindre son rêve, il arrive quand même à relativiser les choses mais de façon tellement pure et tellement humble en fait, et tu te dis mais le mec c'est ton enfant en fait, t'as envie de le protéger, t'as envie voilà qu'il arrête de subir tout ça. C'est très amer en fait quand je repense à ce livre. Je ressens une sorte d'amertume et je repense à ce personnage et je suis en mode putain mais il aurait mérité tellement mieux et voilà. Et puis du coup aussi on découvre un peu comment la société marchait à cette époque-là. Ensuite j'ai lu un livre et je pensais pas autant aimer. C'est un essai qui se lit mais en fait c'est comme des story time, tu vois, que tu regardes sur YouTube mais en mieux. Et c'est la Chine en 10 mots de Yu-Roi. C'est un auteur de la Chine, il a écrit, je crois c'est vers les années... j'ai pas révisé mon cours. Il a dû commencer à écrire dans les années 90, avant il était dentiste, enfin bref, il explique tout dans la Chine en 10 mots. Il va développer autour de 10 mots choisis, des chapitres qui vont revenir sur sa vie personnelle. Et en fait lui, il a vécu pendant la période maoïste, post-maoïste, pendant la révolution culturelle et du coup en fait il va nous raconter des anecdotes de sa vie quotidienne, de sa vie personnelle qu'il a vécu et c'est super intéressant, vraiment. Alors déjà en fait on découvre d'un point de vue plus personnel ces périodes-là, parce que tu sais en histoire qu'on apprend c'est surtout dans les grands mots, tu vois, genre on découvre au niveau national quoi, et international, genre les répercussions plus globales. Et là en fait on plonge vraiment dans le quotidien des Chinois. Yu-Roi il a une plume qui est super fluide et en même temps mais tellement drôle, et je sais pas comment dire, mais c'est peut-être parce que ces anecdotes sont drôles, mais tu rencontres l'auteur d'un point de vue tellement authentique et tellement même personnel, et il te raconte parfois des anecdotes de sa jeunesse, de sa relation avec ses parents, de son rapport aussi à l'écriture et à la lecture. Je pense que le chapitre consacré à la lecture c'est mon chapitre préféré parce que ces anecdotes là en fait ça m'a attendri en fait, genre je me suis mise à sa place et je me suis dit putain c'est tellement beau, parce qu'en tant que lectrice c'est quelque chose qui m'a vraiment émue. J'ai raconté une de mes anecdotes préférées. En gros, en fait, il racontait que sur la révolution culturelle, il y avait des livres qui étaient bannis. À un moment, il y avait son pote qui est arrivé vers lui et qui lui avait prêté La Dame aux camélias de je sais plus qui. Désolée. Son pote avait dit ouais ce livre faudra que je le rende le lendemain. Et du coup avec son pote, leur idée ça a été de passer la nuit à recopier le livre pour le garder avec eux en fait, parce qu'en fait ils avaient commencé à lire le livre et ils ont tellement aimé qu'ils se sont dit ok on veut vraiment le garder, et du coup en fait pendant la nuit ils se sont relayés pour écrire le livre, et en fait plus tard quand ils relisaient ils arrivaient pas à comprendre l'écriture de l'autre et du coup à chaque fois ils devaient s'appeler en mode ouais t'as écrit quoi là et tout, et en fait j'étais en mode mais ils aiment tellement lire que ils en viennent à ce genre de moyens mais tellement précaires en fait pour satisfaire leur envie de lire, et je me dis mais je trouve que c'est tellement pur. Là, je le conseille vraiment parce que ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper intéressant pour se plonger dans cette période de la Chine en fait, d'un point de vue plus personnel et aussi plus rafraîchissant en quelque sorte, même s'il y a des anecdotes c'est assez dur, mais c'est super. Ensuite pour le livre suivant, je vais pas trop en parler parce que je vais consacrer un vlog entier dessus. Ouais, je vais faire des vlogs trop bien. Et en fait c'est le début d'une saga que je voulais lire absolument, c'était même la saga que je voulais le plus lire actuellement, et c'est la saga de Green
Bone, de Green Bone Saga, avec Jade City de Fonda Lee. Alors comme l'année dernière j'ai eu un énorme coup de cœur pour The Poppy War et je me suis découverte une passion pour les histoires avec les univers sinisés où on trouvait des parallèles avec l'histoire chinoise, je me suis intéressée à ce genre d'histoire et ce titre là est sorti. Alors en gros c'est une histoire de guerre de clans et on se trouve dans un univers où le jade peut procurer des super pouvoirs comme être plus fort, être rapide, voilà, un surhumain quoi. Et du coup le jade est quelque chose de très convoité et il va avoir des conflits autour de ça. Au début la tension en fait elle est déjà assez présente et petit à petit ça va aller crescendo et jusqu'à exploser en rebondissement. T'es en mode ah ouais déjà c'est une trilogie et déjà dans le premier tome il se passe tout ça. Ok, d'accord. En vrai ça reste assez introductif comme tome. La guerre qu'on sent venir se met en place parce qu'il y a pas mal de bouleversements qui va obliger plusieurs nouveaux agencements et le temps que ça se met en place ça prend du temps, même si ce qui est cool avec le tome 1 c'est que ça arrive à créer une balance entre les moments dynamiques, entre les moments d'action qui sont quand même assez présents et les moments plus posés où on se concentre sur la politique, sur les enjeux, sur l'organisation de l'univers. Au niveau des personnages aussi c'est super intéressant, on a une dynamique familiale qui met en avant les valeurs traditionnelles en quelque sorte de la Chine, parce que pour moi l'univers, le pays où on est c'est la Chine et après t'as un autre pays qui ressemble au Japon, t'as des références aux occidentaux. Pour moi ça faisait référence un peu à la même période à peu près de The Poppy War, enfin pas trop, c'est un peu plus récent celui-là, avec la politique d'ouverture de la Chine qui va permettre l'intégration, l'influence de valeurs occidentales et ça va entrer en conflit un peu avec les valeurs plus conservatrices de la Chine et du coup en fait on a ce conflit-là, cette question entre la vision plus traditionnelle et une nouvelle approche plus moderne qui concerne notamment les jeunes générations par rapport à l'évolution de la société. C'est un thème qui m'intéresse de ouf et c'est comme ça que j'ai lu le livre aussi. J'explique plus dans mon vlog que je publierai je ne sais pas quand parce que j'attends de finir la trilogie. Pour l'instant j'ai lu qu'un tome et voilà, j'ai pas trop le temps de lire les 2 autres tomes, du coup on verra. Mais j'ai beaucoup aimé et c'était plutôt cool et j'ai très hâte de lire la suite. Et pour finir, je vais parler d'une des sagas auxquelles je suis le plus attachée émotionnellement. C'est une saga que je lis depuis que j'ai 10 ans. J'ai découvert avec le film, voilà, grossière erreur, mais bon j'avais aimé le film quand j'avais 10 ans parce que j'avais aucun recul, aucun esprit critique. C'est une saga qui s'étend sur plusieurs tomes, avec plusieurs saisons où on suit différents protagonistes et cette fois-ci on suit le personnage de Apollon et c'était le dernier tome des travaux d'Apollon de Rick Riordan. Alors en fait ce tome là il est sorti en 2020, sauf que c'était en grand format et du coup j'ai dû attendre 1 an et 5 mois pour avoir le tome 5 parce que voilà je voulais pas l'acheter en grand format, c'est tout. Il est sorti le 23 mars, ce 23 mars, je l'ai acheté le 22 mars, je sais pas, il était déjà dispo et je l'ai lu presque dans la foulée et l'attente en valait tellement le coup parce que il s'est passé des choses, bref, voilà, je vais pas spoiler évidemment le tome 5, mais grosso modo, dedans on suit Apollon qui est puni par Zeus et qui est transformé en humain. Du coup, il est de retour sur Terre. Il va devoir se mettre au service d'une petite fille de 12 ans, Meg. Ils vont devoir résoudre une quête en quelque sorte. Et j'explique très mal, mais en fait il se passe tellement de choses. En fait ce qui est intéressant dans ce récit, déjà le fait de suivre Apollon qui est un peu... en fait quand tu suis la mythologie, même dans Percy Jackson, en général c'est le mec, il est imbu de lui-même, il est très... condescendant vers les humains. Enfin après c'est la plupart des dieux en fait ils considèrent les humains comme des sous-fifres, enfin ils sont en mode les humains ils vivent tellement pas longtemps comparé à eux, tu vois, pour eux c'est des insectes quoi, ils ont aucune considération la plupart du temps. En fait en tant qu'humain, Apollon il va apprendre les difficultés à être humain, il va relativiser énormément les choses d'un point de vue d'un mortel et en fait il va énormément évoluer, il va énormément gagner en maturité, en sagesse, il va prendre pas mal de recul sur lui-même et aussi sur ses erreurs du passé parce que voilà, quand on se penche sur la mythologie, Apollon il a fait des choses c'est horrible quoi, mais du coup il va énormément travailler sur sa culpabilité et il va essayer pas de se racheter, mais voilà en fait il va faire de son mieux pour devenir quelqu'un de meilleur et quelqu'un de plus tolérant et de plus ouvert et c'était quelque chose de très fort. Après c'était
voilà, ça manquait de subtilité, c'était assez répétitif par moments, notamment dans ce tome-là, mais pour autant ça m'a pas dérangé parce que Apollon c'est devenu un personnage qui m'attendrit de ouf, et les leçons qu'il en tire, voilà, c'est un livre à partir de 11 ans, tu vois, c'est pas... Ça peut sembler assez cliché, assez niais, mais pour moi c'est quelque chose d'important aussi, et ça m'a fait du bien au cœur de le voir comme ça, et c'était très beau. D'autant plus sa relation avec Meg, qui est une petite fille qui a subi de l'abus psychologique de la part de son père, et en fait elle va essayer de s'émanciper de ça, en fait de se libérer de ce joug toxique. C'est un processus qui est mené avec délicatesse et beaucoup de pudeur, parce que c'est pas quelque chose qui va faire d'un coup comme ça, tu vois, genre Apollon il va pas dire Meg ton père il est méchant, dégage. Non, Meg on la suit dans ses tourments en tant que petite fille, en plus du coup c'est très dur, c'est un thème très délicat, notamment dans un livre jeunesse. Meg c'est quelqu'un qui va beaucoup lutter psychologiquement, notamment pour essayer de se libérer de ça, et ça rendait son parcours très réaliste. Et la relation entre Apollon et Meg va notamment mettre en avant ce thème là, avec le parallèle entre Apollon et Zeus, parce que du coup Zeus c'est le père de Apollon, et ils ont une relation assez compliquée. J'ai aimé la façon dont Apollon va considérer Zeus progressivement. C'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en avant et à assumer, mais c'est quelque chose d'important et de vrai. Enfin bref, je développerai pas plus. Mais voilà, la relation entre Apollon et Meg n'est pas du tout lourde en fait. C'est pas juste là pour mettre en avant des sujets sérieux. C'est aussi hyper drôle en fait, parce qu'ils se disputent tout le temps. Ils sont très différents, tu vois. Apollon il a des milliers d'années, c'est un dieu, et Meg c'est une petite fille, voilà, ils ont des vécus différents, des perspectives différentes, et en fait ils vont apprendre à collaborer d'abord, à s'entendre, et ils vont développer progressivement une affection l'une pour l'autre de plus en plus profonde. Ce que j'aime bien c'est que Apollon c'est quelqu'un de très sensible, en fait il pleure très facilement, et il est lâche parfois, mais aussi il est très courageux. Comme il est très sensible, il exprime beaucoup ses émotions de façon très ouverte, et à chaque fois ça me faisait tellement rire, parce qu'il y avait des moments, en vrai c'était pathétique, c'était ridicule, mais en fait ça faisait le charme du personnage et ça rendait le truc très rafraîchissant. Tu vois son amour pour Meg qui se raffermit de plus en plus, et leur relation elle est très belle, j'ai envie de chialer un peu. En dehors de ça, la raison principale pour laquelle j'étais hyper hypée à lire ce tome, c'est que je savais que Nico et Will allait apparaître. Alors Nico et Will ils sont apparus dans le tome 1 des travaux d'Apollon, et déjà ça m'a fait fondre, mais ils sont apparus très peu, tu vois. Après je crois pas qu'ils sont apparus, non sinon je me serais souvenu. Je me suis dit ok d'accord, on va les voir apparaître dedans, parce que je voyais pas mal de spoils qui parlaient de leur retour dans ce tome là, et j'étais trop impatiente, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi présents, parce qu'on a une quête, et dans cette quête là Nico et Will jouent un rôle important. Nico, en fait ce tome il m'a rappelé à quel point ce gamin c'est vraiment le personnage Deus Ex Machina en fait, parce que le mec il a toujours une solution à un problème à chaque fois. Enfin en fait en plus c'est des solutions, t'es en mode mais mec t'es allé chercher où, genre d'où ça avait venu cette idée, et tu te dis mais Nico en fait il se dévoue tellement en fait pour aider les gens, et il risque sa vie aussi, mais il s'en fout. Le truc c'est qu'il fait ça mais dans l'ombre, parce qu'il fait ça très discrètement, et son gros t'as besoin de lui, il va t'aider sans jamais demander rien en retour. Et je me dis mais mec, mais juste repose-toi, enfin t'as déjà sauvé le monde, t'as déjà sauvé tes amis mais un nombre incalculable de fois, juste je sais pas, va à l'école, repose-toi, mais arrête de risquer ta vie. Mais d'un côté c'était trop badass, parce que Nico, bref Nico c'est genre mon personnage préféré parmi tout roman confondu. En lisant ce tome j'étais en mode ouais j'ai rencontré tellement de personnages, j'ai eu des coups de cœur pour tellement de personnages en particulier l'année dernière. Personne n'arrive à la cheville de Nico, aussi parce que Nico je connais depuis plus de 10 ans quoi. J'ai connu depuis qu'il est apparu dans le tome 3 de Percy Jackson, et c'était il y a très longtemps, et depuis en fait il m'a marqué, et en fait en le redécouvrant notamment l'année dernière quand j'ai relu la saga, j'étais en mode mais Nico il est incroyable, et ce tome là le prouve. Tu sais, il a ce côté un peu assez réservé, mais en même temps vu tous ses traumas, on voit qu'il a pas encore totalement guéri de ses traumas, et que voilà, il travaille encore sur lui. Ce que je trouve incroyable, c'est que ça va pas l'empêcher en fait de toujours venir en aide aux autres, de toujours penser aux autres. Nico il aurait pu tellement être un antagoniste vu tout ce qu'il a subi, enfin c'est vraiment le pitch parfait pour un gentil qui devient méchant. Pour moi c'est le personnage le plus gentil. On a un aperçu plus développé de sa relation, de sa romance avec Will,
qui est du coup son petit ami et le fils de Apollon. Du coup déjà la dynamique entre Apollon et Will c'était trop mignon. Il apparaît parfois dans la première saison de la saga de Percy Jackson, mais il apparaît pour moi de façon très discrète en fait. Enfin, il a pas vraiment une grande présence marquante. Il accomplit des choses, c'est en mode waouh, ok, ce petit il a beaucoup de courage, il est fort, mais il m'a pas vraiment marqué. Il réapparaît dans le dernier tome de la deuxième saison, les héros de l'Olympe, mais c'est surtout lié à sa relation avec Nico, tu vois. Genre pour moi il m'a pas vraiment marqué, mais je l'aime quand même parce que il rend Nico heureux et il permet à Nico de se sentir safe, et du coup bah juste pour ça Will j'ai adoré, mais je voulais le découvrir plus en dehors de sa relation avec Nico, et on découvre plus dedans, et Will, mais il est génial. Il possède quelque chose de tellement lumineux et de tellement rassurant. En fait, tu sais que si tu passes du temps avec lui, tu lui parles, mais tu te sens réchauffé. Mais même en dehors de ça, il a une force de caractère. Et j'ai vu des gens qui disaient que ouais, il est ennuyeux, il sert à rien, il est toxique pour Nico. Et moi, je suis en mode, mais est-ce que vous avez lu ce livre? Parce qu'en fait, dans sa relation avec Nico, bah du coup, Nico, il a quelques PTSD. Tu sens à quel point Will, il veille à ne pas brusquer Nico. Il essaye à respecter ses barrières, à être doux avec lui, à être patient. La façon dont ils montrent leur affection l'un vers l'autre, mais j'ai craqué, j'étais... Voilà, j'ai pleuré. Ah oui, il y avait Rachel. Rachel, c'est une meuf qui apparaît dans le tome 3, je crois aussi. Elle prend plus d'importance à partir du tome 4. Et on voit son amitié avec Nico et Will. Et leur dynamique, elle est trop précieuse. Enfin, et elle est trop douce avec Nico. Après pour moi il y avait des facilités scénaristiques au niveau de la quête, il y avait des répétitions comme je l'ai dit, mais en dehors de ça, le fait à la fin de revoir pas mal de personnages, ah c'était waouh quoi, ça a foutu quand même un coup au cœur. J'ai aussi pas mal rigolé dans ce tome, franchement c'était trop drôle. En vrai Percy Jackson, il y a des tomes qui me font beaucoup moins rire que d'autres, mais ce tome là il m'a fait trop rire. Je sais pas, Apollon il m'a mais il m'a tué. Après il y avait Nico aussi qui me tuait, enfin bref. Voilà, j'ai adoré, et j'aurais dû tellement faire un vlog sur ma lecture de ce tome-là, parce que il y avait des moments, mais je chialais. En plus, je lisais parfois en public, du coup, je pleurais en public, ça m'avait manqué. Le nombre de fois où je fangirlais pour Nico, c'était... Non mais vraiment Nico, je pourrais faire une vidéo entière dessus, mais je lui rendrai pas justice, du coup j'ose pas en faire, parce que faut lire Percy Jackson pour Nico. Même pour les autres personnages, Percy c'est un personnage super à suivre, c'est un héros, il est épique, mais Nico pour moi c'est le trésor caché de l'univers. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai dévoré, ça se lit hyper vite, le truc qui fait presque 500 pages, après c'est en poche, mais ça se lit super vite. Je sais pas comment conclure, comme d'habitude. Et souscrivez à un abonnement. Vous savez, comme souscrivez un abonnement comme Cyprien et Squeezie. Hein. Hop là. Il fait beau, hein.